Bonjour tout le monde. Alors, mon nom est Marie Brousseau. C'est moi qui serai modératrice de cette conférence. Donc, mon rôle sera de tenir un peu le temps pour le conférencier et de poser les questions qui seront en ligne à la fin. Donc, on va se garder une dizaine de minutes à la fin pour des questions d'ordre général, là, pas trop personnelles à nous, donc des questions qui peuvent intéresser un petit peu tout le monde. On vous invite évidemment, par respect pour les autres participants et le conférencier, à éteindre vos appareils mobiles pendant la conférence et à essayer de ne pas trop vous déplacer pendant non plus là, pour ne pas déranger les autres. Donc, il me fait plaisir de vous présenter le conférencier aujourd'hui qui va nous faire une introduction au cannabis médical. Donc, M. Guillaume Fortin est détenteur d'un DEC en soins infirmiers du Cégep Limoilou et coordonnateur infirmier chez Santé Cannabis. Sensible face à la souffrance humaine, M. Fortin place la compassion au centre de sa pratique. La coordination d'une équipe de soins infirmiers partageant ses valeurs et la perspective de faire évoluer les connaissances et les mentalités face au cannabis sont ses motivations quotidiennes. Donc, je vous présente M. Guillaume Fortin. Bonne conférence. Bonjour tout le monde. Donc, ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce matin pour parler un petit peu cannabis médicinal. Donc, comme ça le dit, c'est introduction au cannabis médicinal. Donc, il n'y a personne. Le but, c'est pas de faire de vous des spécialistes, c'est vraiment juste d'y aller avec une introduction, un survol, parce que, bon, il y a quand même énormément de choses à couvrir là-dessus. Donc, en gros, la présentation va passer les points suivants. Donc, je vais vous expliquer un petit peu Santé Cannabis, qui est la clinique médicale pour laquelle je travaille, qu'est-ce qu'on fait, qui on est un petit peu, très brièvement. Ensuite, on va parler système endocannabinoïde et les cannabinoïdes principaux, donc le cœur finalement de l'action du cannabis. Ensuite, les indications et les contre-indications pour le cannabis thérapeutique. Donc, bien sûr, ce qui vous intéresse si vous en avez besoin. Un autre point, ça va être les méthodes d'administration. Donc, les méthodes d'administration, quand on parle du cannabis, c'est quand même quelque chose qui est très important à prendre en considération. Donc, c'est sûr que quand on pense cannabis, on pense souvent fumer un joint, mais on est rendu pas mal plus loin que ça au niveau de l'utilisation du cannabis en tant que médication actuellement. Ensuite, on va passer quelques études de cas sur cannabis et arthrite. Là, donc, ce sera quand même un survol assez bref. Puis finalement, informations supplémentaires, questions, là, dépendant où est-ce qu'on en est dans le temps. Donc, plongeons là-dedans ensemble. Donc, Santé Cannabis, c'est une clinique médicale, comme j'ai dit, qui est spécialisée dans les traitements au cannabis, aux cannabinoïdes. Donc, qui existe depuis 2014, initialement à Montréal, puis qui a finalement évolué là, pour avoir 4 points de service à travers le Québec. On est maintenant avec une douzaine de médecins qui travaillent avec nous, puis je pense quelque chose entre 12 et 15 infirmières. Là, on est même encore en recrutement au niveau de l'équipe infirmière pour assurer là, justement un service adéquat pour les patients qui en ont besoin. Donc ici, c'est un peu le motto de la clinique, là, qu'est-ce qu'on fait finalement, le but étant vraiment de faire avancer la recherche, de transformer la médecine pour définir l'avenir, donc qui est vraiment le slogan qui a été donné pour la clinique. En tant que tel, cet objectif-là, il est aussi rempli par l'aspect clinique de recherche, donc centre de recherche qu'il y a à la clinique Santé Cannabis. Donc, on va mener des recherches là, en tant qu'organisation contractuelle pour faire avancer la cause du cannabis. Donc, je dois divulguer en fait les intérêts. Donc, Santé Cannabis, c'est une clinique privée. Donc, les médecins, eux, sont payés par la RAMQ, le système public, mais nous, le personnel, puis la clinique en tant que telle, on reçoit des subventions à l'éducation de certains producteurs de cannabis. Donc, c'est 8 à 10, là, je me rappelle, je n'ai pas la donnée exacte, mais 8 principaux certainement. Et donc, ça, c'est une chose. Puis, on a des subventions de recherche aussi en tant qu'organisation contractuelle.
Le programme de formation des médecins, qui est un nouvel aspect de notre clinique. Donc, on vise vraiment à aider les médecins à travers le Québec à prescrire, qui est soutenu par Spectrum Therapeutics, là, qui est un producteur de cannabis autorisé par Santé Canada. Et finalement, on est en développement d'un cours de résidence avec l'Université McGill, donc pour certains médecins en médecine familiale. Je vous présente très brièvement notre modèle clinique pour vous mettre l'accent sur le fait que c'est vraiment à travers les médecins, à travers les professionnels de la santé que nous, on travaille. Donc, notre optique étant vraiment soit que la référence pour l'accès au cannabis médical vienne du médecin, donc que nos médecins soient requis par le médecin des patients pour procéder à l'évaluation puis décider s'il y a lieu ou non de prescrire le cannabis et de quelle façon l'utiliser. Ça, c'est le modèle, dans le fond, comment un patient qui rentre dans la clinique, ça part du médecin traitant, médecin de santé cannabis, puis les infirmières, infirmiers qui font essentiellement le suivi, puis qui vont donner des rétroactions là, aux médecins traitants. Le modèle que je vous parlais de formation des médecins, bien, c'est sûr qu'on vise éventuellement à ce que de plus en plus les médecins connaissent les traitements et soient capables eux-mêmes de faire l'autorisation. Donc ça, ce serait plus médecin traitant, infirmière, puis on reste dans cette loupe-là. Donc voilà, c'est ça pour ça. Rentrons essentiellement dans ce qui vous intéresse probablement le plus, donc le système endocannabinoïde puis les cannabinoïdes principaux. Quelques informations là, de base parce que c'est quand même un monde qui est en développement continu. Donc, le système endocannabinoïde a été découvert dans les années 80 aux États-Unis pour des recherches qui étaient faites à ce niveau-là pour surtout démontrer finalement que le cannabis était quelque chose de pas correct, là, donc dans l'optique de lutte contre la drogue. Mais finalement, ils se sont rendus compte que il y a des récepteurs dans notre corps sur lesquels les cannabinoïdes vont se lier. Donc, ils l'ont appelé système endocannabinoïde, qui dit récepteurs sur lesquels des molécules vont aller se lier. Ça veut aussi dire que nous produisons nous autres-mêmes des endocannabinoïdes, des cannabinoïdes, donc des molécules qui sont semblables à ce qu'il y a dans la plante de cannabis. Ce système-là, finalement, est présent à peu près partout dans le corps. Donc, on a une répartition là, différente des deux récepteurs. Les CB1 qui vont être plus au niveau du système nerveux, puis les CB2 qui vont être plus au niveau du système de l'inflammation, donc des organes ou sinon des lymphocytes là, qui sont les globules blancs, finalement, qui participent de l'inflammation ou de la réduction de l'inflammation. Donc, c'est un rôle de régulation. Donc, si on pourrait dire, là, pour faire une image très grossière, c'est comme si on a un signal de douleur qui passe. Bien, le système endocannabinoïde, lui, il va être là pour dire, bien là, ça suffit. T'sais, arrête d'envoyer ce signal-là. Il n'y a plus de raison. C'est fini la crise, mettons. Donc, les endocannabinoïdes vont être libérés, vont aller se lier avec les récepteurs, puis ça va arrêter essentiellement ce signal-là. Certains dérèglements au niveau du système endocannabinoïde pourraient entraîner des maladies ou des pathologies comme, par exemple, la fibromyalgie. Ce serait ça la piste là, la plus intéressante en termes de recherche au niveau actuel, un déséquilibre au niveau du système endocannabinoïde. Donc, soit qu'on ne produit pas assez d'endocannabinoïdes ou soit que les récepteurs ne sont pas assez sensibles là, pour X raisons. Donc, ça reste encore des pistes de recherche, mais de plus en plus, là, il y a des recherches qui sortent sur cette piste-là qui sont intéressantes. Donc, vous voyez, les régulations sont vraiment variées en termes de qu'est-ce que ça peut jouer. Là. Donc, le sommeil, la douleur, l'inflammation, donc je l'ai mentionné. Anxiété aussi, c'est sûr que c'est ça qui est intéressant avec le cannabis, comme c'est le fait que, oui, on peut soulager la douleur, mais aussi on va réduire d'autres symptômes, on va améliorer d'autres choses, comme justement l'anxiété ou le sommeil, qui sont souvent associés avec une douleur chronique, par exemple. Donc, les clés du système endocannabinoïde, j'en ai un peu parlé. Donc, les récepteurs CB1 et CB2 qui ont leur propre ligand, donc les endocannabinoïdes, anandamide et 2-AG. Ça, c'est ce qu'on produit tous naturellement.
Sinon, la plante de cannabis, donc effectivement, elle produit des molécules qui ont une affinité avec ces récepteurs-là. Les cannabinoïdes, qu'on appelle les phytos, donc qui viennent de l'extérieur, phytocannabinoïdes, le THC principalement et le CBD. Donc, ces deux-là, c'est les plus connus, c'est ceux-là qu'on utilise le plus couramment. Par contre, dans la plante du cannabis, il y en a à peu près 120 qui ont été identifiés jusqu'à maintenant. On ne connaît pas tous leurs effets, on ne connaît pas exactement qu'est-ce que, mettons, si on prenait une à la fois toute seule, qu'est-ce qu'il pourrait donner comme effet. Encore là, certaines recherches commencent à se développer sur des sujets, mais ça reste à définir. Pourquoi je vous parle de ces 120 cannabinoïdes-là? Ben, c'est parce qu'il y a quand même une utilité à avoir tout le paquet, donc c'est-à-dire l'entourage. Parce qu'on parle de l'effet d'entourage comme étant quelque chose de très important au niveau du cannabis puis de son utilisation. Peut-être vous avez vu à la dernière slide, qu'il y a des médicaments qui ont été développés à partir des cannabinoïdes, par exemple le Nabilone, qui est du THC qui a été synthétisé en laboratoire, ou l'Epidiolex, qui est du CBD, lui, qui a été synthétisé. Puis sinon, il y a le Sativex, qui est un équilibre entre les deux. Principalement, lui, utilisé pour la sclérose en plaques, par exemple. Quand on utilise ces médicaments-là qui sont purs, si on veut, qui ont seulement une des molécules, ben on a soit des effets vraiment puissants ou on a soit des effets qui sont pas ce qu'on recherche. Donc, beaucoup d'effets secondaires ou, tu sais, ça va être, oui, OK, c'est bon, mais c'est pas optimal. Souvent, quand on va prendre après ça l'extrait de cannabis naturel, donc qu'il soit en huile ou en capsule, bien là, on a la totalité de ce qu'il y a dans la plante. On a les cannabinoïdes, on a les terpènes qui sont des molécules aromatiques un peu, avec certains effets potentiellement thérapeutiques. Encore là, beaucoup de recherches restent à faire à ce niveau-là, mais on a vraiment constaté qu'il y a une différence entre avoir la totalité puis avoir seulement une molécule. Donc, c'est là où est-ce que, justement, d'utiliser l'extrait naturel devient intéressant. Donc, THC, CBD, ils ont leurs utilisations, ils ont leurs propriétés, chacune d'elles, ces molécules-là. Donc, le THC, c'est sûr que c'est le plus connu en termes de ses effets intoxicants, donc des effets psychoactifs qui sont souvent recherchés par les gens qui vont l'utiliser de manière récréative. C'est un peu la difficulté de démystifier l'aspect thérapeutique versus l'aspect récréatif pour le THC, mais c'est tout à fait possible de l'utiliser là, pour aider des patients qui ont certains symptômes à soulager. Entre autres, les effets analgésiques du THC sont vraiment intéressants. Sinon, ben, pour les gens qui souffrent de cancer souvent ou de traitements associés au cancer, des effets contre la nausée aussi, pour la stimulation de l'appétit. Pour réduire les spasmes, en tout cas. Il y a toutes sortes d'effets. Puis, il y a l'effet sédatif aussi qui est intéressant là, pour aider à améliorer le sommeil. J'ai mis dépendant de la dose pour anxiolytique ou sédatif, ben c'est souvent parce que, on a tous entendu des histoires de gens qui ont utilisé du cannabis puis qui ont fait des crises de panique ou qui n'étaient pas capables de dormir, mais c'est vraiment souvent question rapport à la dose. Si on prend une dose trop élevée, on a des effets indésirables, mais si on prend juste la bonne dose, ben on a des effets positifs. Donc, le défi, c'est vraiment de doser le THC quand on a l'utilisé. Quand on parle d'arthrite puis d'autres conditions inflammatoires, on va vraiment vers le CBD, qui est le cannabidiol. Le cannabidiol, il n'a pas d'effet intoxicant. Ce n'est pas une molécule qui a des effets intoxicants. Il y a des effets psychoactifs, mais plus dans le versant positif. Donc, on va avoir la réduction de l'anxiété. Il y aurait potentiellement aussi des effets antipsychotiques là, qui commencent à être un petit peu étudiés. Donc, ça, c'est vraiment un intérêt. Puis sinon, c'est aussi lui qui est utilisé pour soulager l'épilepsie réfractaire là, chez certains jeunes enfants. Là. Souvent, ça a des effets quand même intéressants. Donc, vraiment, c'est nos deux molécules qu'on connaît le mieux actuellement dans le cannabis. Puis, on jongle un petit peu avec ces deux-là quand on vient dans le développement des plans de traitement.
Au niveau des effets secondaires, donc c'est sûr qu'il y en a des effets secondaires. J'ai déjà un petit peu discuté des effets secondaires du THC. Dans la liste ici, vous voyez CBD, j'ai mis des flèches. Donc, dans les plus communs, c'est sûr que sédation, somnolence, bouche sèche, puis des petits maux de tête, c'est les effets essentiellement du CBD. Puis généralement, ces effets-là sont vraiment juste transitoires. Donc, quand on commence à l'utiliser, on a certains effets secondaires, puis à mesure qu'on le garde, qu'on l'introduit, puis qu'on s'y habitue, ces effets-là se résorbent, puis les effets positifs restent. La liste, finalement, le reste, ben, c'est des effets du THC. Mais occasionnel et rare. Donc, ce n'est pas nécessairement automatique parce qu'on utilise du THC qu'on a des effets secondaires. La clé, c'est vraiment toujours de commencer à petite dose puis d'augmenter lentement. Ça, c'est toujours ça qu'on va dire à nos patients. Puis c'est vraiment de cette manière-là qu'on gère les plans de traitement avec un suivi là, qui est prudent et progressif. Donc, au niveau des indications et des précautions pour le cannabis médical, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui veulent que ce soit une médication miracle. C'est pas le cas. C'est un médicament, une molécule comme une autre qu'on peut utiliser pour soulager des symptômes. C'est pas un traitement curatif. En tout cas, je veux dire, s'il y en a un, il n'est peut-être pas découvert encore, mais pour l'instant, on n'a pas d'indication comme quoi ça pouvait soigner quoi que ce soit. Ça soulage des symptômes. C'est essentiellement pour ça qu'on l'utilise. Donc, il y a 40 indications potentielles qui ont été établies par Santé Canada. Je vous en donne un extrait ici, puis c'est grosso modo dans l'ordre dans lequel ils ont été définis. Là. En fait, de leur douleur chronique devrait être plus haut que ça, là. Mais en tout cas. Donc, essentiellement, c'est ce genre de symptômes-là, de pathologie-là qu'on peut adresser. L'arthrite réfractaire en fait partie. Fibromyalgie, c'est quand même, on a vraiment d'excellents résultats en fibromyalgie généralement. Puis, c'est ça, la douleur chronique, là, c'est vraiment dans les principaux qu'on utilise. Quelques petites données démographiques sur nos patients. Donc, c'est plus de 70% de nos patients qui souffrent de douleurs chroniques. Donc, comme diagnostic principal. Souvent, l'indication première, c'est la douleur, mais il y a des symptômes associés. Je vais y venir sur les autres diapos. Puis, on peut se penser effectivement que le cannabis, c'est une affaire de jeunes, mais quand on parle de maladie chronique, ben ça apparaît généralement un petit peu plus tard dans la vie. Donc, l'âge moyen de nos patients est quand même plus élevé. Donc, on est à 57 ans. Donc, c'est possible, même si on a un âge avancé, d'utiliser le cannabis de manière sécuritaire. Un petit peu plus de femmes que d'hommes, mais apparemment que cette divergence-là au niveau des données, c'est plus parce que les femmes ont tendance à plus consulter leur médecin finalement que les hommes. Donc, c'est ce qui a été défini dans nos données. Oups, je me suis trompé de bord. OK. Donc, les diagnostics le plus souvent rapportés, donc c'est ça, les douleurs chroniques qui ne sont pas liées au cancer, puis il y a les douleurs chroniques liées au cancer, les maladies inflammatoires, donc on rentre, on en a déjà parlé, puis c'est juste un petit peu plus détaillé en termes de type de diagnostic. Donc, c'est ça. C'est ce que je vous parlais. Symptômes primaires. Donc, on a la douleur vraiment dans beaucoup de cas. Mais on a souvent des symptômes associés. On a souvent des symptômes, tu sais, les gens qui sont en douleur chronique, le sommeil est moins bon. L'anxiété qui va avec le fait d'être en douleur, avec le fait de ne plus pouvoir travailler autant. La dépression qui peut en découler. Donc, c'est le genre de choses qu'on voit couramment chez nos patients qui arrivent et qui ont tout essayé puis ça ne fonctionnait pas. Bien, le cannabis a cette particularité d'être capable de soulager un petit peu tous ces symptômes-là à différents degrés. Donc, c'est vraiment l'intérêt de la molécule. Si on le compare, par exemple, à des opiacés qui vont, oui, soulager la douleur, oui, réduire le signal de douleur. Sauf que souvent, les effets secondaires qui vont avec vont être plus vers le côté, justement, de la dépression, vers le côté d'augmenter l'anxiété, puis sans compter l'aspect dépendance à ces médicaments-là qui est très, très forte, là.
Ce qui, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné dans les effets secondaires, mais la dépendance au cannabis, c'est quand même quelque chose qui est relativement rare. On parle d'environ 10% des gens qui peuvent développer une dépendance au cannabis. Puis généralement, le profil des gens qui développent une telle dépendance, ben, c'est des gens qui fument le cannabis plusieurs fois par jour, puis généralement qui ont commencé assez jeunes. Donc, quand on utilise dans une optique médicale, en huile ou en capsule, là, de manière ingérée finalement, ben, oui, il peut y avoir un certain sevrage si on l'arrête, parce que si ça a des bénéfices, ben, je veux dire, veux pas, les effets indésirables viennent, le sommeil peut être moins bon, ces choses-là, mais ça passe rapidement. Puis ça ne devient pas un besoin là, avec comme des sevrages en termes d'opiacés. Donc, bref, parenthèse dépendance. Voilà. Donc, ça, c'est pour les symptômes rapportés. Donc, au niveau, oui, c'est ça, contre-indication. Donc, c'est sûr que nous, en tant que clinique médicale, avec des médecins, avec des infirmières, ce qu'on fait systématiquement quand on reçoit des demandes pour nos patients, c'est d'évaluer s'il y a des contre-indications ou des précautions à prendre. Donc, au niveau des contre-indications, des risques, bien, c'est certain qu'en bas de 25 ans, c'est toujours plus touché en raison du développement du cerveau qui n'est pas complété. Donc, au niveau de l'utilisation du THC en particulier, c'est quelque chose qui est plus touché un peu. Femmes enceintes ou qui allaitent, donc ça, c'est sûr que c'est une contre-indication. On ne connaît pas les effets sur le développement du fœtus. Il ne pourra pas y avoir d'études nécessairement qui vont être faites là-dessus non plus à cause des côtés éthiques. Donc, c'est sûr que la prudence est de mise à ce niveau-là. Sinon, les problèmes cardiaques qui sont instables ou qui ne seraient pas contrôlés par de la médication, mettons un infarctus récent ou des épisodes d'arythmie, là, de palpitation ou quoi que ce soit récent, il va falloir qu'il y ait un contrôle de ça avant qu'on puisse procéder à la prescription. Puis il y a un avis généralement d'un cardiologue pour dire que c'est stable. Dysfonction hépatique ou rénale sévère, ben, c'est surtout au niveau de l'élimination. Donc, c'est certain que si quelqu'un souffre de ce type de problème-là, ben, on va plus difficilement être capable de rentrer là, le traitement dans le régime de traitement finalement. Historique d'abus de substance ou de dépendance, ben c'est sûr que ça vient jouer. Si quelqu'un en a déjà abusé par le passé, si quelqu'un a déjà eu des dépendances à d'autres substances comme l'alcool ou d'autres drogues, c'est certain que c'est un drapeau rouge pour nous, là, pour vraiment avoir soit un suivi très, très serré, des limitations en termes de taux de THC, puis de voir là, justement à ce qu'on n'en crée pas une nouvelle. Au niveau des problèmes pulmonaires, ben, c'est certain que c'est plus l'inhalation de cannabis qui est contre-indiquée à ce moment-là, mais elle n'est absolument pas nécessaire, comme je vous le mentionnais un peu plus loin. Sinon, le problème de santé mentale grave, là, comme les psychoses, la schizophrénie, des troubles bipolaires avec psychose. Donc ça, c'est sûr que ce type de problème-là, si la personne en a personnellement, c'est un non catégorique. S'il y en a dans les antécédents familiaux, ben là, c'est certain qu'on va prendre un peu plus de précautions dans le dosage, puis dans la manière de choisir les produits, là, avec probablement plus de CBD, éviter le THC le plus possible. Donc ça, c'est une autre chose. Finalement, l'allergie ou l'hypersensibilité aux cannabinoïdes, ben ça, c'est dur à dire avant qu'on l'ait essayé. Donc, si quelqu'un ne l'a jamais testé, ben c'est sûr qu'on va généralement le découvrir une fois qu'ils vont l'avoir essayé. Ça arrive que des gens vont essayer le traitement puis sont incapables d'arriver à une dose thérapeutique à cause des effets secondaires. Mais ça, dans ce temps-là, ça va être un arrêt de traitement. On va juste accompagner les patients là-dedans. Bon, finalement, dans les contre-indications et risques, ben c'est généralement le THC qui est concerné par tout ça. Je l'ai dit une couple de fois, là, mais le CBD, c'est généralement correct en termes de dosage malgré les contre-indications, précautions. Puis les précautions comme telles, bien, c'est sûr qu'il faut faire attention au travail qu'on occupe, il faut faire attention à avoir les facultés correctes. Donc, on ne peut pas avoir les facultés affaiblies pour conduire, pour chauffer de la machinerie, des choses comme ça. Donc, ça, c'est certain qu'on prend ça en compte quand on crée les plans de traitement aussi. Finalement... Ouais, personnes à mobilité réduite et ou souffrant de vertige, étourdissement ou personnes âgées, bien, c'est surtout associé au risque de chute. Oui, la plupart de notre clientèle est âgée, mais on fait quand même attention, on le prend en compte là, dans le dosage.
Les méthodes d'administration. Donc, j'en ai déjà glissé mot. C'est assez essentiel en termes d'efficacité puis en termes de réussite du traitement. En gros, on a 3 principales méthodes d'administration. Donc, au niveau des produits comestibles, donc des produits qu'on va ingérer, j'ai parlé d'huile, j'ai parlé de capsules. Donc, l'avantage de ces méthodes d'administration-là, c'est vraiment la durée d'action. Donc, ça agit relativement lentement. Donc, ça prend 1 à 2 heures avant de commencer à faire effet, mais ça va durer 6 à 8 heures environ. Donc, c'est certain que de cette manière-là, on est capable d'avoir 3 doses puis de faire la journée. Donc, c'est le gros avantage. Mais si on a besoin de rapidité d'action, ben c'est pas vers ça qu'on peut se tourner nécessairement. Il y a une option qui est la vaporisation orale. Là. C'est comme des petits sprays qu'on met en dessous de la langue. C'est une formulation qui est faite un petit peu avec un alcool pour permettre de traverser la barrière là, sous la langue. Donc, ça va agir un petit peu plus vite. On parle généralement entre 30 minutes et 1 heure. Donc, pour les gens qui ont besoin d'un effet plus rapide, mais qui ne peuvent pas inhaler le cannabis séché, bien, ça peut être une option intéressante à ce niveau-là. L'inhalation, donc c'est sûr que nous, en tant que professionnels de la santé, on ne recommande à personne de fumer. Les dommages en termes de cardio-respiratoires, cardiovasculaires de fumer, puis d'augmentation du risque de cancer sont là. Donc, on ne va pas recommander de fumer. Il y a des appareils qui existent qui sont des vaporisateurs, donc des petits appareils électroniques qui chauffent le cannabis à une température idéale pour vaporiser les cannabinoïdes. Donc, on va seulement obtenir ce qu'on veut comme en termes de molécules, puis on évite de brûler le matériel végétal. Donc, c'est dans le matériel végétal que se trouvent généralement toutes les toxines, finalement, les choses qui ont plus d'effets cancérigènes ou qui ont plus d'effets irritants pour les voies respiratoires. Donc, ça, on évite ça par l'inhalation, par la vaporisation, pardon. Puis c'est ça, l'intérêt d'utiliser l'inhalation, c'est vraiment pour les gens que le traitement, soit ils ont des symptômes qui sont juste aigus, donc ça arrive, c'est là, puis il faut un soulagement rapide. Donc à ce moment-là, l'inhalation est intéressante. Ça peut être un complément aussi à l'utilisation de produits comestibles. On peut avoir un traitement de base qui amène un certain soulagement, mais qui serait pas suffisant nécessairement toujours. Donc, on peut rajouter un peu d'inhalation à ce moment-là. Enfin, les produits topiques, c'est ça. On a encore assez peu d'études au niveau de topiques. Par contre, ça a été essayé à plusieurs reprises, puis quand on le mélange avec une lotion hydratante là, qui permet d'ouvrir les pores de la peau, bien, la pénétration de l'huile de cannabis est quand même intéressante. On va avoir un soulagement local. Donc, mettons qu'on a besoin de soulagement au niveau des genoux. Ça peut être intéressant, mais ça va éviter l'effet systémique. Donc, si quelqu'un a une sensibilité importante aux cannabinoïdes, donc, par exemple, que systématiquement, il va être intoxiqué par le THC ou même étourdi par le CBD, bien, à ce moment-là, on peut éviter ça en allant agir localement. Quelques études de cas concernant l'arthrite. Là, j'ai vraiment ciblé plus arthrite, mais ça peut être... en tout cas, en termes de diagnostic, je sais qu'il y a plusieurs autres choses qui peuvent être possibles ici, là, entre autres fibromyalgie ou arthrose. Donc, je pourrais peut-être en discuter un petit peu après. Là. Je veux juste rappeler encore une fois que ces études de cas-là, c'est en aucun cas une vérité absolue. C'est pas transposable nécessairement à votre situation. Donc, le but, c'est vraiment juste de vous donner un exemple de comment on peut arriver à un succès avec le cannabis, mais il faut être évalué quand même au cas par cas là, au niveau du traitement. Donc, la première étude de cas, donc ce serait Joanne, donc une femme de 55 ans, qui travaille à temps plein, qui vit avec son conjoint. Donc, son diagnostic, c'est de l'arthrite. Je n'ai pas le type exact, mais souffre d'arthrite.
Donc, elle a comme diagnostic secondaire donc, de l'hypertension puis un trouble d'anxiété généralisée. Ces symptômes qu'on vient essayer de soulager, c'est vraiment la douleur puis l'anxiété qu'elle a. La prescription qu'on lui donne, c'est 1 gramme par jour pour 4 mois. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas une prescription classique. Donc, c'est une autorisation d'obtenir du cannabis médical parce que le cannabis est encore c'est pas encore une médication reconnue par Santé Canada. Donc, il y a des autorisations pour l'utiliser qui ont été données suite à des jugements de la Cour suprême parce que des patients se sont battus pour obtenir cet accès-là. Puis le système qui a été développé en conséquence, c'est d'autoriser les gens à accéder à du cannabis séché. À l'origine, c'était la culture personnelle à la maison vers 2000. Puis là, ben, ça a développé vers pouvoir en acheter de producteurs et pouvoir finalement accéder aussi à des huiles de cannabis et des capsules. Donc, quand on autorise 1 gramme par jour, ça veut dire grosso modo 30 grammes par mois et ça va permettre d'acheter une panoplie de produits chez le producteur. Nous, on va recommander des produits. Donc, par exemple, l'huile de CBD. Bien, une bouteille d'huile de CBD, la conversion qui est faite par la compagnie, ça va être, mettons, ça vaut 10 grammes. Donc, on peut acheter 3 bouteilles d'huile de CBD à partir de l'autorisation. J'espère que c'est clair. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est toujours mêlant en termes de grammes versus millilitres versus tout ça, mais c'est pour ça qu'on est là pour vous aider à naviguer là-dedans aussi. Donc, le plan de traitement qui est recommandé, c'est d'utiliser de l'huile de CBD 2 fois par jour à quantité de 0,2 ml. Donc, on a une petite seringue qu'on utilise pour doser tranquillement. Puis on augmente vraiment graduellement à chaque 3 jours. C'est important de respecter le 3 jours parce que il y a une certaine accumulation au niveau du corps qui se fait. On peut pas voir d'effet au niveau après avoir augmenté une première journée. Puis là, après 2 jours, 3 jours, on voit graduellement, oui, là, ça fait mieux effet. Puis on poursuit l'augmentation en autant qu'on n'ait pas d'effet secondaire. Donc, si, mettons, Joanne, dans son augmentation, rendue au jour 12, elle voit que, OK, là, le 0,4 ml, je suis encore un petit peu, somnolente en journée, c'est un petit peu difficile de fonctionner, bien, elle continue à 0,4 pendant une semaine. Puis là, après une semaine, bien, OK, là, elle est habituée aux effets. Donc, elle peut passer à la prochaine étape, donc réaugmenter de 0,1 si elle n'a pas obtenu encore le soulagement qu'elle souhaite. Donc, c'est vraiment de cette manière-là qu'on le gère. Les patients ont les recommandations, ont les guidelines pour se rendre au point où est-ce qu'ils sont soulagés. Donc, ça, c'est le suivi. Ah oui, c'est le suivi à 3 mois, en fait. Okay? Parce qu'on a toujours un suivi qui est fait 3 mois plus tard avec le médecin quand on initie le traitement. Donc, son dosage efficace, c'est 0,8 ml, donc 2 fois par jour. Ça équivaut à 16 mg de CBD par dose. Donc, c'est ça. L'effet secondaire, bien, elle, c'est ça. La fatigue, c'était 3 jours au début du traitement. Puis après ça, ça a été correct, ça a passé, puis il était capable de tolérer bien les augmentations. Au final, le résultat, bien, c'est une diminution de 75% de sa douleur, puis elle a atteint sa dose, là, c'est ça, à peu près en 1 mois. C'est bien aussi que bien, le CBD, on se rappelle que ça a un effet sur l'anxiété, donc ça a été un petit peu en parallèle que ça a soulagé la douleur, puis ça a soulagé l'anxiété. Donc ça lui a permis de reprendre un petit peu plus ses activités de quotidien. Deuxième étude de cas, donc Marc, donc, qui a 40 ans, qui travaille à temps partiel, vit avec 2 enfants, vit seul avec 2 enfants, donc arthrite rhumatoïde avec insomnie. Il y a des douleurs toute la journée, 24 heures sur 24, de l'insomnie qui est associée à tout ça. Donc, prescription, l'autorisation, 1 gramme par jour, encore une fois. Puis le plan de traitement, donc, qui est adapté finalement à ses besoins, on y va avec de l'huile de CBD 3 fois par jour. Il travaille en journée, puis il vit seul avec ses 2 enfants. C'est certain que le THC, on va l'éviter le plus possible. Mais on peut y aller en essayant le Nabilone, le THC synthétique au coucher pour aider son sommeil. Donc, même chose, le plan de traitement, c'est le même principe que pour Joanne, on augmente tranquillement. C'est 1 gramme. C'est ce que je disais tantôt. C'est l'équivalent est fait en cannabis séché de l'huile. Mais c'est ça, c'est mêlant, je sais. 0,8
C'est ça. Il y a plusieurs mesures différentes dans tout ça. Le milligramme, c'est le milligramme de cannabinoïdes. Donc, dans l'huile, on a un dosage de milligrammes par millilitre. Donc, 20 mg par millilitre de CBD dans l'huile. Une bouteille d'huile a 40 millilitres dedans. Puis cette bouteille-là, j'ai dit qu'elle valait 10 grammes. Donc, 10 grammes, on achète une bouteille de 40 millilitres. On a 40 fois 25 de milligrammes, 20, j'ai dit 20, excusez, 20, 2 fois 8. Fait qu'on a 800 milligrammes de cannabinoïdes dans une bouteille. Mais tu sais, c'est pas nécessaire d'avoir tout ça. L'important, c'est de savoir la dose que chaque personne a besoin, puis ça va être, mettons, 0,8 millilitres de l'huile, de ce type d'huile-là, exactement. Puis on sait, les compagnies produisent des huiles qui ont des dosages constants, donc, mettons, c'est écrit 20 mg par millilitre, bien, ça peut varier de 1, mettons, par batch, là, dépendant de la récolte et tout ça, mais ça va être généralement assez stable en termes de dosage, donc on peut, de manière fiable, se dire, bien, avec ma prochaine bouteille, je peux reprendre la même dose que je prenais, puis ça va être correct. Donc, c'est ça. Donc, le dosage efficace pour Marc, ça a été la seringue au complet, 1 millilitre, équivalent à 20 mg, donc 3 fois par jour. Plus le Nabilone au coucher pour aider à son sommeil. Donc, au niveau des effets secondaires, ben, c'est surtout le Nabilone qui en a donné au coucher, mais ça a passé. Puis, on a une diminution là, des douleurs autour de 65 % en un mois, puis une amélioration du sommeil. J'y vais avec une troisième étude de cas, donc rapidement. Donc, 65 ans, retraité, vit seul, encore une fois, arthrite comme diagnostic. On a des diagnostics secondaires comme l'insomnie, la fatigue chronique. On a aussi une maladie cardiaque qui est contrôlée, non précisée, mais donc c'est contrôlé. Douleur 24 heures sur 24, insomnie, fatigue. Puis, on a prescrit 1,5 g par jour cette fois-là parce qu'on a 2 produits différents. Donc, on a une huile de CBD qui est en journée, puis on a une huile 1 pour 1, donc équilibrée THC, CBD au coucher, pour aller régler le problème d'insomnie. Donc, au suivi de 3 mois, ce qu'on constate, c'est que l'huile de CBD 2 fois par jour, elle n'a pas d'effet. C'est pas suffisant pour Michel, c'est pas sûr que ça y prend. Par contre, avec l'huile équilibrée THC-CBD, 0,8 ml, il n'y a plus de douleur la nuit, puis il dort bien. Donc, ce qu'on va faire avec Michel, c'est lui dire, bon, ben, il faut introduire le THC en journée aussi. C'est ça qui soulage, c'est ça qui donne les meilleurs bénéfices. Donc, c'est ce qu'on va lui dire comme changement au plan de traitement. On remplace l'huile de CBD par l'huile 1 pour 1. Puis, finalement, là, je n'ai pas mis de timeline, mais mettons au suivi de 6 mois, donc 6 mois après le début du traitement, 3 mois après ce changement-là, on va constater une diminution de 80 % de la douleur. Encore des petits pics durant la soirée. Donc, à ce moment-là, on va se dire, bon, OK, peut-être qu'on a besoin d'un entre-dose. Donc, le cannabis séché pourrait être une option à ce moment-là pour vaporiser en soirée pour réduire ces crises-là au besoin. Donc, vraiment pas obligé de l'utiliser s'il n'y en a pas besoin, mais si jamais une douleur est là, ben, il peut l'utiliser. Donc, au final, donc une fois que le traitement est stabilisé, on a une bonne amélioration du sommeil, diminution de la fatigue, diminution de la douleur à 80 %, puis réussit à contrôler aussi ses pics de douleur en vapotant à peu près 1 fois par soir. Puis, les effets secondaires, ben, c'est ça, avec l'inhalation, il ne peut pas aller à plus que 3 inhalations, ce qui est quand même très peu. Sinon, ben, il va être trop somnolent. Ah oui, OK. Bon. Je suis allé plus vite que je croyais, donc je vais tout de suite plonger dans les informations supplémentaires. Ça va sûrement répondre à une couple de questions que vous avez peut-être déjà en tête que vous vouliez me poser, des questions un peu plus pratiques. Donc, c'est ça, c'est ça pourquoi on est là pour vous aider là-dedans. Tout d'abord, cannabis médicinal et conduite automobile. Donc, c'est sûr que on le sait, là, surtout avec la légalisation, il y a eu toutes sortes de discussions autour de la conduite avec les facultés affaiblies par le cannabis. C'est une question qui est importante, qui est pertinente à prendre en compte aussi pour le traitement au cannabis médical.
Donc, c'est sûr, c'est interdit de conduire avec les facultés affaiblies pour n'importe quelle raison, que ce soit l'alcool, que ce soit des médicaments d'ordonnance ou que ce soit le cannabis. Donc, c'est la première chose à savoir. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible de stabiliser un traitement. Donc, le THC, c'est la molécule qui est contrôlée par les forces policières. Donc, c'est certain que s'il y a une prise de sang éventuellement après des tests psychométriques au bord de la route, ce qui est essentiellement le seul moyen pour les policiers de contrôler actuellement les facultés affaiblies par le cannabis, ils vont contrôler le THC. Maintenant, le CBD, il n'y a pas d'effet intoxicant, on l'a dit. Donc, ça veut pas dire. Ça pourrait être possible de stabiliser un traitement au CBD seulement en journée, de conduire quand même. Mais la question, c'est vraiment de dire est-ce que les facultés sont affaiblies par la substance ou pas. Donc ça, c'est toujours la prudence qui est de mise à ce niveau-là. Donc on va toujours dire à nos patients, si vous commencez le traitement, même s'il n'y a que du CBD dedans, vous restez à la maison, faites-vous conduire, peu importe, mais assurez-vous de prendre le temps de voir si ça affecte vos facultés. Puis même chose à chaque augmentation de dose, ça peut arriver qu'il y ait un petit effet de fatigue, de somnolence qui peut être risqué. Donc on ne veut pas ça. Ça, c'est certain. Donc, la règle générale, c'est qu'on doit attendre au moins 8 heures après l'utilisation d'huile de cannabis pour conduire, puis de 4 à 6 heures après l'avoir inhalé. Puis, c'est vraiment chaque personne qui va savoir si ce délai-là est suffisant ou ils doivent attendre plus longtemps, dépendant justement de comment ils sont affectés par la substance. Donc, je le répète encore une fois, au final, si vous avez des facultés affaiblies pour n'importe quelle raison, on ne conduit pas. Cannabis médical et voyage. Donc, au niveau de voyager avec le cannabis, c'est certain que on peut voyager n'importe où au Canada, même en avion avec du cannabis médical. Depuis la légalisation, c'est quelque chose qui est autorisé. Il n'y a pas de... pas de douane, donc, puis c'est légal au Canada. Il faut seulement respecter les limites là, qui sont prescrites par le médecin. Sinon, ben, en général, là, les gens sont autorisés de toute manière à voyager avec jusqu'à 30 grammes de cannabis en tout temps. Donc, ça, c'est une chose. Au niveau de l'international, ben, c'est ça, on ne peut pas voyager. On ne peut jamais sortir du Canada avec du cannabis, même qu'il soit thérapeutique ou pas, avec un billet du médecin ou pas, c'est pas quelque chose qui est permis. Par contre, au niveau de quand on arrive à destination, il y a certains pays qui ont des législations pour autoriser l'usage de cannabis médical. À ce moment-là, ben, c'est vraiment de s'informer là-bas, ben, avant de partir, ou en tout cas en arrivant là-bas, si c'est possible d'y avoir accès avec que ce soit le document du médecin qui provient du Canada, ou s'il faut repasser par une démarche là, de reconsulter ou quoi que ce soit. C'est quand même des démarches compliquées. C'est sûr que si on part pour une semaine, c'est peut-être trop compliqué pour rien, mais si on part pour plusieurs mois, ça peut être intéressant de faire la démarche. Sinon, bon, la situation aux États-Unis, c'est probablement la plus complexe de toutes. Aux États-Unis, le cannabis, c'est encore considéré comme une drogue Schedule 1 qui appelle, donc qui est dans les substances les plus contrôlées de toutes. Donc, au même titre que l'héroïne, puis le méthamphétamine, puis en tout cas des drogues vraiment dures comme ça, chimiques, qui sont très contrôlées, finalement. Juste pour vous donner une idée, la cocaïne est dans le Schedule 2. T'sais. Donc, ils ont mis le cannabis aussi contrôlé à ce point-là, mais en tout cas, pour des raisons politiques essentiellement. Par contre, on a tous entendu parler qu'il y a des États qui ont légalisé, donc que ce soit le Colorado, la Californie, ont des programmes d'accès au cannabis qui soient thérapeutiques ou non. Il y a plusieurs États aussi, je pense qu'on est rendu il y en a comme 33, là, c'est le dernier chiffre que j'ai vu, qui ont légalisé au niveau thérapeutique. Donc, chacun de ces États-là a une législation différente en termes d'accès au cannabis thérapeutique. Donc, c'est vraiment important de prendre l'information au préalable ou de vraiment s'informer sur place sur comment on peut accéder. Parfois, le CBD est beaucoup moins contrôlé que le THC. Donc, ça peut être une piste. Mais dans tous les cas, c'est certain que la prudence là, s'impose. Puis, il faut éviter là, de traverser les frontières entre les États aussi avec tout produit de cannabis parce que ça, c'est quelque chose qui est encore illégal aux États-Unis.
au niveau des options de remplacement, si c'est pas possible, si le voyage est trop court ou quoi que ce soit, nous, on peut recommander, nos médecins peuvent prescrire le Nabilon ou le Sativex là, pour remplacer les produits de cannabis, tout dépendant de ce qui est utilisé. Parce que là, Nabilon, Sativex, il y a du THC là-dedans, donc c'est synthétique, mais quand même, donc ça remplace pas le CBD. C'est des choses à considérer, mais des choses qu'il faut consulter les infirmières ou les infirmiers ou le médecin avant de partir. Enfin, les coûts du cannabis médical. Donc, c'est un traitement qui n'est pas couvert actuellement par la RAMQ. Par contre, il y a de plus en plus d'assureurs privés de médicaments qui vont le couvrir. Il faut vraiment s'informer auprès de l'assureur des modalités d'accès. Il y a des diagnostics qui sont considérés par certains, qui ne sont pas considérés par d'autres. Donc, c'est vraiment variable. Il y a des plans aussi d'employeurs qui l'incluent. Il y en a d'autres qui ne l'incluent pas. Donc, ça, c'est une autre démarche qui peut être nécessaire à faire. C'est encore un work in progress, là. Ben, franchement, il y a beaucoup d'évolution à ce niveau-là. Ensuite, au niveau du coût, donc c'est sûr qu'il faut que ce soit assumé par les patients. Bien, généralement, on va parler d'entre 75 et 300 $ par mois, mais ça dépend vraiment des doses. Puis, tu sais, 300 $, on est vraiment dans la limite, là, ça prend 4 produits différents, puis avec des doses vraiment élevées. C'est le cas d'un très petit pourcentage de nos patients. Donc, généralement, on est plus autour du range du 100-150, là, tu sais, quelque chose comme ça par mois. Donc, mais encore là, c'est vraiment à titre indicatif. C'est impossible de dire, même à n'importe qui vient au début, ça va vous coûter tant. Il faut attendre de savoir c'est quoi la dose avant de dire, ben oui, OK, ça vous coûte 2 bouteilles par mois. Mais tant qu'on ne le sait pas, on ne peut pas le confirmer. Puis c'est sûr que les huiles puis les capsules, ben, ils sont plus chers que le cannabis séché à cause des transformations là, qui doivent être faites. Donc ça, c'était les 3 questions que je sais que j'ai systématiquement à répondre. Donc, on pourrait... Ah oui, comment devenir patient? Oui, c'est vrai, OK. Donc, comment devenir patient? Mais c'est sur 2 voies principales. Donc, on obtient une référence d'un médecin, de votre médecin traitant pour voir un médecin de santé cannabis. C'est sûr que les délais actuellement, là, on a énormément de demandes à la clinique pour voir des nouveaux patients. Donc, les délais sont de 3 à 6 mois pour voir un médecin. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, vous êtes pris en charge d'un bout à l'autre jusqu'à la stabilisation par l'équipe médicale et infirmière. Sinon, c'est aussi possible d'obtenir un document d'autorisation médicale par son médecin. Si le médecin utilise le document de santé cannabis qui est disponible sur notre site Internet, bien à ce moment-là, ça vous permet d'accéder à tous nos services infirmiers de soutien pour l'éducation et tout ça pour ajuster le traitement. Donc, ça, c'est une possibilité aussi. Puis, on va soutenir aussi les médecins. Il y a un programme de médecins prescripteurs là, qu'on a mis en place qui va permettre aux médecins d'eux-mêmes commencer à se former, commencer à apprendre c'est quoi, puis de faire la prescription par la suite. Je pense que la période de questions va être juste après. Oui, c'est ça, juste là. Voilà. Fait que vous avez nos coordonnées ici. Je pense que Marie s'est élevée pour le début de la période de questions. Merci pour toutes ces belles informations-là. C'est ça, on va avoir une période d'une dizaine de minutes de questions. Comme on est web diffusé, ça va être important de s'approcher d'un micro si c'est possible. Si vous êtes dans l'impossibilité de vous déplacer, vous lèverez la main, puis on pourra répéter votre question là, pour vous. J'ai quelques questions en ligne aussi, là, donc on va alterner entre les questions en salle et les questions en ligne. Là. D'accord. Moi, je suis petite, alors je vais essayer de le baisser un peu. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cette intéressante conférence, très intéressant. En fait, j'ai peut-être 2 questions. La première, par rapport à la référence du médecin. Si on a un médecin qui n'est pas ouvert... Oui. Tu sais, comme il y en a pas mal. Oui, non, effectivement. Les médecins, c'est des personnes conservatrices de base en termes d'inclure des nouvelles choses dans leur
outils, finalement, là, les médicaments et tout ça. C'est certain que nous, on peut leur parler. Si on a des questions pour voir justement s'ils veulent savoir c'est quoi le programme, on est-tu sérieux, on est-tu... donc, ils peuvent contacter la clinique, on est là pour leur répondre. Puis, c'est sûr on va les soutenir là, d'un bout à l'autre aussi. On leur donne l'information, on leur dit c'est quoi le plan de traitement qui est mis en place. Donc, c'est certain que... Puis on peut même, on va faire assez régulièrement des présentations dans des cliniques médicales aussi pour les informer. Fait que, il y a beaucoup d'outils qui sont mis en place. Si un médecin est totalement réfractaire, veut absolument rien savoir, c'est quand même possible de vous auto-référer à la clinique. Il y a un frais de 50 $ pour qu'un médecin analyse le dossier, mais il faut vraiment fournir un résumé de dossier complet. Okay. Puis il n'y a pas de garantie non plus d'être accepté. S'il y a des contre-indications ou quoi que ce soit, ben, c'est le même processus que tout le monde. Ça va être un refus parce qu'il y a de contre-indications, mettons. OK. Puis, en fait, je voulais juste... j'ai 2 micro-questions. Là. Une, vous avez parlé, pour faculté affaiblie au travail, tout ça, mais justement, par rapport au travail... au travail, ça dépend toujours du travail qu'on occupe. Si on a besoin absolument d'avoir toutes nos facultés, ou si on est juste dans un travail de bureau, qu'on peut être comme dans notre bulle, c'est différent que si on conduit de la machinerie lourde ou qu'on a la vie des gens dans nos mains. Fait que c'est sûr qu'on peut pas le prendre pendant qu'on travaille, on peut le prendre une fois qu'on arrive à la maison, on peut, il y a comme toutes sortes de manières de jongler avec ça. Mais c'est certain que nous, ce qu'on prône, c'est la transparence auprès des employeurs. Okay. Si on commence un traitement au cannabis, ben, c'est d'en parler à l'employeur puis de dire, ben, écoute, je suis rendu là, j'ai besoin de ça pour me soulager. Y a-tu des modalités, y a-tu moyen d'organiser quelque chose? Est-ce que faut que je m'abstienne? Est-ce que, fait que c'est vraiment des questions à gérer au cas par cas. En même temps, ils n'ont pas tout à savoir les médicaments qu'on prend. Non, ils n'ont pas tout à savoir, effectivement. Puis il y en a d'autres qui ont des effets secondaires pas mal plus intenses. Là. Tout à fait. Puis en fait, dernière chose, c'est juste la SQDC. La SQDC, c'est un endroit, c'est l'équivalent de la SAQ. Est-ce que vous auriez cherché vos médicaments à la SAQ? Ben, voilà. Ça va dépendre. Non, mais c'est pas... non, c'est... Les produits qui sont à la SQDC, c'est pas formulé dans une optique médicale. Okay. Même les huiles, même les dosages sont pas les mêmes, les contrôles de Santé Canada sont pas les mêmes. Oui, les produits sont contrôlés par Santé Canada dans une optique d'utilisation récréative. OK, merci beaucoup. Oui. Oui. Merci pour l'excellent exposé. On sait qu'il y a des centaines d'espèces de cannabis sativa avec des ratios différents de THC et CBD. Oui. Et puis, vous avez présenté qu'il y a 40 indications potentielles reconnues par Santé Canada. Donc, comment vous faites pour déterminer, premièrement, de la bonne dose, le fractionnement de la dose? Les exemples que vous avez montrés, ils ont tous, je crois, reçu 1 gramme par jour. Ça semble un peu empiré comme l'approche. Donc, ça semble être très complexe là, avec toutes ces indications. Donc, c'est quoi votre approche pour déterminer la dose? Oui, là, c'est sûr que, comme je l'ai dit au début, c'est un survol. C'est sûr, j'ai tourné les coins ronds à certains endroits. L'autorisation, comme j'expliquais, c'est vraiment juste une autorisation d'accès. Ce qui va avec l'autorisation, c'est un plan de traitement. Puis dans le plan de traitement, on prend ce produit-là à telle dose, à tel moment de la journée. C'est précis dans cette optique-là. Les protocoles, on a des protocoles de traitement qui ont été développés par l'expérience à la clinique, par les études. Il existe des études, même si les médecins disent qu'il n'y en a pas. Il y a des études qui ne sont peut-être pas des études finales là, d'étape 3-4, là, mais on a des études quand même assez intéressantes. On a un paquet de faits anecdotiques, mais anecdotiques dans le sens où est-ce qu'on a plein de témoignages de patients qui disent « ça fonctionne pour moi, cette manière-là de faire, puis j'ai telle maladie ». Donc, c'est de cette manière-là qu'on a développé des plans de traitement puis qu'on les ajuste aussi en continu. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. On jongle avec nos protocoles pour aider les patients dépendant c'est quoi leurs conditions. On va peut-être faire quelques questions en ligne pour alterner. Ensuite, on reprendra des questions en salle. J'en ai quand même quelques-unes. On commence par une question. On en a quelques-unes qui viennent de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, vous allez voir, il y a un thème autour de la question. Oui.
planifiez-vous offrir des services en région éloignée? Si une personne en parle avec un médecin de famille et obtient une référence, est-ce qu'il y a des mesures pour aider à avoir accès? Donc, si on est en région éloignée, par exemple, en Abitibi, sont à 600 km, donc pour avoir accès à ces services-là. Et faites-vous la promotion de ces services dans les cliniques de première ligne des régions éloignées aussi pour mettre les médecins plus au courant? Donc. Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est sûr que les régions, c'est déjà la ville de Québec, on a encore beaucoup de travail pour faire évoluer la question. Oui, on n'oublie pas les régions. S'il y a une demande, on va se déplacer, on va y aller, on peut faire des conférences, on peut faire des vidéoconférences. Au niveau du programme de prescripteurs, il va y avoir des webinaires, donc des présentations sur Internet qui vont être disponibles, faites par certains de nos médecins pour aider justement à former les médecins. Si un médecin de l'Abitibi décide qu'il, lui, est à l'aise à autoriser le cannabis à un de ses patients, une de ses patientes, à ce moment-là, il peut nous faire parvenir le document médical rempli. Puis, on va prendre un rendez-vous avec une infirmière, un infirmier. Puis, ce rendez-vous-là peut se faire par téléphone ou par vidéoconférence, que ce soit, en tout cas, un outil de vidéoconférence X. Puis, on est capable justement de faire l'éducation puis de rester en communication avec le patient puis les médecins. Parfait. Je vais en faire une autre petite, peut-être. Est-ce qu'il y avait une contre-indication à utiliser le cannabis médical avec un traitement, par exemple, un agent biologique pour l'arthrite rhumatoïde? Et peut-être en lien un petit peu, est-ce qu'en arthrite, on a vu une diminution de l'inflammation suffisante pour penser arrêter les traitements classiques? Donc, j'ai combiné deux questions un petit peu. Okay. Au niveau des traitements pour l'arthrite, c'est des traitements qui visent à réduire plus l'inflammation, à réduire l'action du système immunitaire. Donc, ça va dans le même sens. Je fais une petite parenthèse. Quand on parle d'immunothérapie en termes de cancer, bien ça, c'est une contre-indication à utiliser le cannabis parce que l'immunothérapie, elle stimule le système immunitaire pour qu'il s'attaque à son cancer. Donc ça, on ne veut pas contrer l'effet de cette médication-là. Donc, non, il n'y a pas énormément d'études, mais il n'y a pas de contre-indication à utiliser en complément à ces traitements-là. Au niveau, l'autre question, c'était est-ce qu'on peut penser à arrêter les traitements classiques? Oui. Dans un premier temps, nos recommandations, c'est toujours de ne rien toucher. Aucune médication que nos patients prennent quand ils arrivent. On veut d'abord stabiliser le traitement, savoir si ça marche, parce que si ça ne marche pas puis qu'on a tout arrêté le reste, on a un problème. Puis on ne veut pas mélanger non plus les effets secondaires de sevrage d'un médicament versus les effets secondaires du cannabis qu'on introduit. Mais oui, c'est possible éventuellement, une fois que c'est stabilisé, d'aller voir son médecin puis de dire « OK, ben je voudrais arrêter certains médicaments qui me causent des effets secondaires. » Puis on peut le faire graduellement, mais toujours en collaboration avec le médecin. Puis, tu sais, il faut se dire que c'est une perspective à moyen terme. Là. On parle de quelques mois avant de réussir à atteindre ça. Puis c'est un objectif qui est commun, qui est louable de plusieurs patients, mais c'est pas toujours possible de tout arrêter non plus. Même si, tu sais, à un moment donné, on prend un médicament pendant longtemps, on a l'impression que ça fait pas tant d'effet, je vais encore pas bien, mais au final, il y avait quand même un soulagement, ce médicament-là. Puis si on le combine avec un autre, comme le cannabis, par exemple, ben on peut aller chercher le meilleur équilibre. Donc, c'est un peu ça l'optique là-dessus. Oui, bonjour. J'ai des questions concernant la crème de cannabis. Est-ce que ça pourrait être en vente libre dans les pharmacies comme le Voltaren ou des choses comme ça? Ce serait génial. Mais, est-ce que ça a le même effet? Est-ce que c'est un alternative? Vous dites le Voltaren, ça, c'est... en tout cas, il y a des discussions là, entre certains médecins qui prescrivent du cannabis. Puis récemment, on a entendu ça qu'il y a des médecins qui
suggère de mélanger entre autres l'huile de cannabis avec le Voltaren, c'est quand les patients s'en sont faits. Fait que là, on a l'effet combiné du Voltaren de l'huile puis de l'huile de CBD, par exemple. Ça peut être intéressant, mais actuellement, en termes de vente libre, en termes de vente dans les pharmacies, on n'est pas rendu là encore. Pour vendre dans les pharmacies, ça prend généralement le DIN, là, qui est le numéro d'identification qui est fourni par Santé Canada pour approuver un médicament. Le cannabis ne l'a pas encore. Alors, si on en veut de cette crème, on la prend où? Faut se la faire prescrire. Ça prend une prescription, absolument. Ouais, OK, merci. Ouais. Si c'est pas possible d'aller au micro. Question plate, question comptable. Étant donné que c'est prescrit par un médecin, étant donné que ce n'est pas en vente libre, est-ce qu'on peut mettre ça sur une déclaration d'impôt? Oui. Voilà. Parfait. Je vais refaire quelques questions en ligne. On n'aura malheureusement pas le temps de toutes les faire. Je ne sais pas si ces personnes-là pourront peut-être communiquer directement. Avez-vous une adresse? Oui, les informations sont là. Vous pouvez en écrire à l'adresse info à commercialsantécannabis.ca. Parfait. Donc, je vais en cibler quelques-unes peut-être qui se répondent un petit peu plus vite. J'avais une question par entre autres, la prise de poids découlant de l'usage est engendrée par la stimulation de l'appétit uniquement ou bien via d'autres mécanismes? La prise de poids, est-ce qu'il y a vraiment il n'y a une pas prise automatiquement de prise de poids. En fait, c'est pas un effet secondaire du cannabis en tant que tel. Oui, ça stimule l'appétit, mais tout est dans le choix des souches aussi. Là. Tu sais, quand on prend une huile puis que c'est stable, puis c'est pas le CBD non plus qui stimule. Donc, c'est pas mal plus quand on a un usage récréatif par inhalation que cet effet de rage, de nourriture vient. Là. Ouais. Parfait, merci. Malheureusement, le temps est arrivé à la fin. Donc, merci à tout le monde pour votre attention. Merci à notre conférencier. Merci.